Bienvenue dans cet épisode de Cappuccino et Croissant consacré aux Golden Globes 2025, à la créativité visionnaire des grands cinéastes du moment et à la douce folie des comédies romantiques en pleine réinvention. Les Golden Globes, c'est un peu l'apéritif avant les Oscars, le moment où Hollywood retient son souffle et où s'entrechoquent flûte de champagne et discours enflammés. Derrière les tenues extravagantes et les sourires ultra bright, la cérémonie révèle une industrie en perpétuel mouvement, tiraillée entre l'innovation artistique, les enjeux économiques et la quête de représentation plus inclusive. Pour cette 82e édition, le cirque médiatique a fusionné avec la détermination des professionnels, heureux de reprendre des couleurs après les grèves et les reports causés par la pandémie. Nous plongerons dans ces moments forts de la soirée, de la victoire de The Brutalist à l'ovation pour Emilia Pérez, et nous verrons comment cette prestigieuse récompense agit comme un véritable baromètre des tendances du cinéma mondial. Ensuite, on explore l'approche audacieuse de réalisateurs qui, comme Nolan, Villeneuve ou Gerwig, imposent leur univers singulier sur des projets à gros budget. Nous passerons ensuite aux films d'auteurs modernes avec Wes Anderson et Paul Thomas Anderson, qui continuent de réinventer leur style hors des sentiers battus. Enfin, on s'attardera sur la comédie romantique, ce genre qu'on a cru un temps dépassé, mais qui revient en force à travers des productions plus inclusives et plus ancrées dans la réalité. Au programme, analyse, humour et un soupçon de fascination pour tout ce qui fait briller les étoiles d'Hollywood. Mais assez parlé, préparez votre café, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer pour un tour d'horizon de ce que le cinéma nous réserve de plus palpitant. Prêt à découvrir comment strass, audace créative et réinvention se mêlent dans la grande machine hollywoodienne? Alors en piste. La 82e cérémonie des Golden Globes a montré au monde un Hollywood désireux de retrouver son faste d'antan. Après des années d'incertitude marquées par la pandémie et les grèves, l'industrie se réunit sous le signe de la célébration et de la renégociation des équilibres. Au-delà du glamour, c'est aussi une arène où s'affirment des stratégies de studios et de plateformes en quête de légitimité. D'un côté, les majors historiques veulent rassurer les investisseurs en récoltant des trophées synonymes de prestige. De l'autre, les géants du streaming comme Netflix ou Prime rivalisent de moyens pour prouver qu'ils méritent leur place au sommet. La soirée a brillé par le sacre inattendu de The Brutalist, qui repart avec le Golden Globe du meilleur film dramatique. Adrien Brody, meilleur acteur pour ce film, a rappelé l'importance de l'originalité et de la passion dans un monde parfois obsédé par la rentabilité. Symboliquement, cette victoire récompense l'émergence de projets plus audacieux, validant l'idée que le public se lasse des blockbusters formatés et cherche autre chose, de l'émotion, de la singularité et du risque. Dans la catégorie comédie, l'événement majeur fut Emilia Pérez, comédie française ayant raflé 4 récompenses, dont celle du meilleur film en langue étrangère. Carla Sofia Gascon, actrice principale et figure transgenre, a marqué les esprits avec un discours émouvant, soulignant la nécessité de faire entendre des voix souvent marginalisées. Son intervention a rappelé que la diversité est un enjeu réel de l'industrie, non seulement pour mieux refléter la société, mais aussi parce que le public réclame des histoires qui lui ressemblent. Autre moment fort, la consécration, enfin, de Demi Moore pour The Substance. Première fois que l'actrice repart avec un Golden Globe. Émue, elle incarne la persévérance dans un milieu où il est facile de disparaître au profit de la nouvelle coqueluche. À l'opposé, Kieran Culkin a mis le feu à la salle avec un discours décalé, tequila aidant, rappelant que cette compétition vit aussi de spontanéité et d'improvisation. Le côté moins formaté des Golden Globes font toute leur saveur. Et sur les réseaux sociaux, les moments savoureux se partagent à la vitesse de l'éclair. Entre un Vin Diesel glissant un tacle subtil à Dwayne Johnson et Zendaya exhibant une bague suspecte, on mesure la fascination constante pour la vie des stars. Les Golden Globes ne sont pas qu'une cérémonie de récompense, c'est aussi un rendez-vous où chacun scrute le moindre détail pour tirer des hypothèses croustillantes. Le public, toujours avide de drama, contribue à ce mélange d'admiration et de voyeurisme typique des grands shows hollywoodiens. Avec la fin progressive des grèves, les studios et plateformes s'observent. Comment produire plus vite, tout en restant rentable? En toile de fond, on perçoit une attente très forte concernant la diversité, la parité et l'ambition artistique. Les Golden Globes agissent ici comme un miroir d'aspirations parfois contradictoires. D'un côté, l'industrie veut engendrer des bénéfices, de l'autre, elle sent que l'époque exige un positionnement plus éthique et ouvert, sous peine de perdre un public en quête d'authenticité. En somme, cette 82e édition nous rappelle que la compétition n'est jamais juste, une affaire de trophée. Elle exprime le pouls d'Hollywood, ses victoires, ses doutes et sa capacité à se raconter sous les feux de la rampe.
Christopher Nolan, Denis Villeneuve et Greta Gerwig forment un trio improbable, mais qui symbolise à merveille la tendance actuelle, donner aux réalisateurs une grande liberté artistique sur des projets XXL. Les chiffres ahurissants autour de Oppenheimer, la démesure de Dune Part 2 et l'effet pop culture de Barbie montrent qu'on peut marier gros budget et vision singulière pour peu qu'on ait du talent et un public curieux. On ne présente plus Christopher Nolan, maître des puzzles temporels et des blockbusters cérébraux. Oppenheimer a confirmé son talent pour allier fond historique lourd, la création de la bombe atomique, et suspense haletant. Son approche sophistiquée fascine les spectateurs, heureux de cogiter en sortant de la salle. C'est aussi un signe pour les studios. Investir dans la complexité, ça paie et ça évite de servir en boucle le même film d'action sans âme. Denis Villeneuve, lui, s'est imposé comme l'architecte d'une science-fiction qui fait autant rêver qu'elle interroge notre rapport à l'humanité. Après Arrival et Blade Runner 2049, il s'est lancé le défi titanesque d'adapter Dune, résultat une fresque immersive au casting impressionnant qui capte autant l'ampleur géopolitique de l'œuvre que son onirisme. La réussite commerciale et critique de la première partie a ancré Villeneuve comme une valeur sûre. Désormais, on attend la suite avec une frénésie qui prouve que le public est prêt à plonger dans des univers denses et profonds à condition d'y trouver un spectacle à la hauteur. De son côté, Greta Gerwig a prouvé qu'on pouvait prendre un monument pop, la poupée Barbie, et en faire un film féministe, mordant et coloré. Après Lady Bird et Little Woman, elle confirme qu'on peut revisiter les icônes populaires tout en tenant un discours fort sur la représentation des femmes. Le carton de Barbie a fait taire les sceptiques. Le public veut de la nouveauté, surtout si elle questionne les stéréotypes dans lesquels on se débat depuis des décennies. Si ces réalisateurs réussissent, c'est aussi parce que les plateformes sont en quête de contenus qui sortent de l'ordinaire pour se démarquer de la concurrence. Les budgets monstres mis sur la table encouragent la créativité tout en sachant que le public, désormais, veut des récits qui l'impliquent, qui suscitent des débats sur les réseaux. Nolan, Villeneuve et Gerwig maîtrisent parfaitement cette dynamique. Leurs films sont des événements qui continuent à faire parler bien au-delà de leur sortie en salle. Au final, la réussite de ces trois cinéastes n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète un désir de grand spectacle, mais aussi de profondeur narrative. Les débats animés sur la philosophie d'Oppenheimer ou la symbolique de Barbie indiquent qu'on ne va pas seulement au cinéma pour passer le temps, on s'attend à de l'évasion, certes, mais aussi à une conversation de fond. Cet équilibre entre divertissement et réflexion est devenu le saint graal des studios qui comprennent qu'on peut faire des millions de dollars en misant sur la curiosité intellectuelle du public. D'un côté, l'univers pastel et symétrique de Wes Anderson. De l'autre, les récits sombres et introspectifs de Paul Thomas Anderson. À première vue, rien en commun, mis à part le nom de famille. Pourtant, tous les deux incarnent la vitalité des films d'auteur dans un monde dominé par les franchises tonitruantes. Chacun cultive un style si singulier qu'on le reconnaît en un plan. C'est précisément cette originalité qui séduit un public las de standardisation. Wes Anderson, c'est la minutie visuelle à l'extrême, une esthétique de livre d'images, des personnages excentriques, un humour subtil, que ce soit avec The Grand Budapest Hotel ou The French Dispatch, on entre dans un cocon un peu rétro, où chaque détail compte. Pour beaucoup, c'est un refuge face au tumulte de la vie réelle. On s'évade dans un monde où tout est à la fois simple et loufoque. Les budgets ne sont pas comparables à ceux des blockbusters, mais ces films salués par la critique ont cette aura culte qui garantit une rentabilité honorable et des fans inconditionnels. À l'opposé, Paul Thomas Anderson instille dans ses œuvres une profondeur psychologique, qu'il s'agisse des traumatismes de la famille américaine dans Magnolia ou de la tension spirituelle dans The Master. Chaque film est un voyage intérieur, porté par des acteurs magistraux comme Daniel Day-Lewis ou Joaquin Phoenix. Les studios misent sur lui pour décrocher des prix, tant ses récits sondent les failles humaines avec une intensité rare. Si Wes Anderson est l'orfèvre de la fantaisie, Paul Thomas Anderson est le chirurgien des âmes en peine. Ces réalisateurs se situent hors du circuit ultra lucratif des sagas d'action, mais parviennent à maintenir l'intérêt des cinéphiles et des festivals. Leur succès montre qu'il reste de la place pour une vision d'auteur qui ne cherche pas à plaire à tout prix. Au contraire, le fait même de cliver parfois fait partie du jeu. Leurs films suscitent des débats passionnés entre adorateurs et sceptiques. Sur les réseaux sociaux, on voit fleurir des analyses complexes, comme si le public voulait prolonger l'expérience au-delà de la séance de cinéma.
Il faut dire que, pour un spectateur un tant soit peu curieux, ces univers singuliers offrent une respiration face à la surenchère d'explosions numériques. On y trouve des personnages attachants malgré leurs imperfections, des thématiques universelles, la solitude, la famille, l'ambition, et une forme d'authenticité dans la mise en scène. Les exploitants de salles apprécient aussi de pouvoir proposer une programmation variée, et les plateformes raffolent de ces catalogues haut de gamme qui cultivent leur image de diffuseurs de contenu sophistiqués. En fin de compte, Wes Anderson et Paul Thomas Anderson y prouvent qu'on peut toujours, à Hollywood, faire triompher une signature personnelle. Le public y gagne des expériences de cinéma uniques, quand bien même elles ne raflent pas les records du box-office. Les cinéastes y gagnent une plus grande liberté, car ils ont prouvé que leur style, loin de faire fuir, attire une communauté fidèle. Dans un paysage audiovisuel saturé, ces films d'auteur font la différence, rappelant que le cinéma ne se réduit pas à des séries de suites et de spin-offs. Ah, la comédie romantique, ce doudou cinématographique où tout finit presque toujours bien, et où la maladresse devient de jolis prétextes pour se rencontrer. Longtemps, on a cru ce genre en perte de vitesse, concurrencé par des sagas de super-héros et les blockbusters explosifs. Pourtant, Netflix et consorts ont donné un second souffle à la rom-com en l'adaptant aux sensibilités actuelles. Des titres comme To All the Boys I've Loved Before ou Always Be My Maybe ont cartonné, prouvant qu'il existe un vrai public pour ces histoires d'amour pleines de légèreté, à condition de se mettre à la page. Les personnages féminins y gagnent en épaisseur, les intrigues explorent la diversité culturelle et le happy end est parfois nuancé pour refléter une réalité moins stéréotypée. Résultat, un succès viral amplifié par des réseaux sociaux où on partage la fameuse scène du premier baiser ou les répliques pleines d'autodérision. Dans un monde où règne l'incertitude et le stress, la comédie romantique sert de bulle d'oxygène. Sans nier les difficultés de la vie, elle offre un point de vue optimiste où les gens finissent par trouver un équilibre même s'ils passent par des moments de doute. Pour la génération qui binge-watch, c'est un format idéal. On peut enchaîner ses films en pyjama un samedi soir, se nourrir de cookies et rêver un peu d'insouciance. De plus en plus de ces films incluent des protagonistes issus de minorités ethniques ou de la communauté LGBTQIA+. On met en avant des problématiques comme les chocs culture, la pression familiale, voire l'écart de classe sociale donnant un léger goût de réel à un genre parfois accusé d'être trop sucré. Les studios et les plateformes y trouvent leur compte financièrement, car la mise de départ est souvent modeste et le retour sur un investissement rapide. Bref, la rom-com n'est plus ringarde, elle est redevenue rentable, notamment grâce aux bonnes audiences en streaming. Au-delà de faire battre les cœurs, ces histoires racontent aussi l'évolution des mentalités. On y voit des femmes qui ne rêvent pas d'une grande robe blanche, des hommes qui assument leurs failles et des couples qui se construisent sur des bases plus égalitaires. Le public, lui, reste attaché aux frissons romantiques tout en appréciant que l'on ne prenne pas pour un ado naïf. Il y a de la place pour un humour un peu plus mordant, des héroïnes plus indépendantes et des fins ouvertes qui laissent une petite dose de réalité s'infiltrer dans un conte de fées. Enfin, force est de constater que même les comédies romantiques iconiques, Love Actually et N'oublie jamais, etc., continuent de séduire. Elles gardent cette aura nostalgique tout en cédant le terrain à de nouvelles propositions qui dépoussièrent le genre. Pour peu qu'on aime croire que l'amour triomphe toujours, la rom-com trouvera sa voie. Et manifestement, les plateformes l'ont bien compris puisqu'elles multiplient ce genre de production pour le plus grand plaisir des âmes fleurs bleues. Et même des sceptiques qui, secrètement, adorent ça. Et voilà qui conclut notre grand tour d'horizon du cinéma actuel depuis les feux de la rampe des Golden Globes jusqu'aux relectures audacieuses de la comédie romantique. On l'a vu, Hollywood se réinvente entre blockbusters nerveux, pépites indépendantes et réalisateurs qui repoussent les limites de la créativité. Les acteurs, les producteurs et même les spectacles se retrouvent dans cette immense salle de bal où tout bouge à toute vitesse mais où le désir d'émotion et de réflexion reste le fil conducteur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou à donner votre avis sur les prochaines tendances que vous aimeriez voir décryptées. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux pour plus de scoops d'analyse et de billets d'humeur. Et si vous voulez prolonger l'expérience, direction mon site web capcroissantmedia.com pour découvrir ma boutique de goodies, mes livres comme L'art du mépris intellectuel ou mon recueil de nouvelles Niomar.exe installation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des lumières et des ombres qui animent le cinéma mondial. On se
se retrouve très vite pour un prochain épisode de Cappuccino et Croissant, où comme d'habitude, on analysera l'actu pop culture avec humour, sarcasme et un brin de sérieux. À très bientôt et n'oubliez pas, dans le vrai grand film de la vie, on est tous à la fois scénaristes, acteurs et spectateurs. Allez, salut!